Bonjour. Alors, je vais intervenir ici en liaison avec les rencontres de Sophie, qui sont consacrées au beau, et en particulier en liaison avec l'abécédaire qui a lieu à Saint-Nazaire, et auquel je ne pouvais pas me rendre. Je vous préviens tout de suite que ce que je vais dire s'intitule donc le beau dans l'art et le temps, et que c'est un extrait en fait d'un livre sur le temps plus large, bien plus large, que je publierai bientôt. Donc le beau dans l'art et le temps. Alors, on peut dire qu'il y a une véritable énigme de la beauté esthétique dans son rapport au temps. Car, si l'on se réfère à son enracinement incontestable dans la vie, et là je vous renvoie à mon livre « L'art et la vie », et en dépassant l'apparence idéaliste d'absolu que cet art nous offre, qui n'est qu'une illusion dont bien des théoriciens ou des amateurs, tout simplement, ont été la victime en leur temps, si je puis dire. Songeons seulement aux conceptions de Platon, avec son monde des idées, ou de Kant, le rapportant à un jeu désintéressé de facultés subjectives inhérentes à l'homme. Eh bien, en dehors de cela, il faut bien admettre que le beau esthétique, est pris dans la vie historique et son devenir. Le fait même que la conception de son essence ou de son statut est évoluée, comme je l'ai indiqué, et qu'elle ait été prise dans une forme, je dirais, d'idéalisme anhistorique, lui-même influencé par la religion, le prouve. Et l'on pourrait en faire une très abondante étude remontant même à ces ébauches dans les sociétés primitives avec leurs croyances pré-rationnelles, comme l'ont fait avec brio René Huyghe ou André Malraux. On sait, par ailleurs, que les artistes ont eux-mêmes été imprégnés par des courants idéologiques ou des croyances personnelles qui ont inspiré leur art en toute authenticité. Pensons tout simplement ici à Bach ou à Monteverdi, voire même à des poètes contemporains comme Péguy ou Patrice Le Tour du Pin, sans compter la littérature théâtrale d'un Claudel ou romanesque d'un Mauriac, qui sont bien entendu imprégnés par leur époque. Mais au-delà de ce type d'approche, je dirais savante ou compréhensive, il y a tout simplement l'examen des formes d'art, lequel est impressionnant dans l'ordre de la multiplicité historique des objectifs et des styles, ou encore des techniques que le temps passé nous a offerts successivement jusqu'à aujourd'hui. Alors, sans entrer trop dans le détail et en schématisant, donc, je vais prendre quelques exemples typiques. La musique classique a obéi à des codes rigoureux à partir de la fin du Moyen-Âge, sonates, concertos, symphonies, etc. Et il fallait les respecter, ces codes, pour être appréciés et reconnus. Dès le XIXe siècle ensuite, les choses ont changé, avec en particulier Mahler, Wagner, puis ensuite, elles se sont, je dirais, précipitées, avec par exemple Debussy et les révolutions techniques qui ont suivi. Musique concrète, décacophonique, et tout autant, et hors du champ de la musique, disons classique, écoutée par les élites, l'apparition du jazz, du rock et de la musique électronique. Alors, ces deux derniers, rock et musique électronique, passionnant surtout, je dirais, les milieux populaires, et tout cela avec des codes formels tout à fait étrangers pour l'essentiel à ce qui avait précédé pendant des siècles. Sans compter que les registres affectifs, cette fois-ci, qui sont ainsi à la fois touchés et exprimés. Et je le dis tout de suite, contrairement à ce qu'une mode prétend, voir la réflexion d'Espinoza sur l'inexpressif musical, ou même un courant extrême qui, un petit peu dans sa perspective à lui d'ailleurs, qui veut cette musique purement formelle, si vous voulez. Eh bien, les registres affectifs étaient et sont très différents, sinon hétérogènes, dans ces quatre cas, et donc du coup dans les époques dans lesquelles ces cas se situaient. De mon point de vue, quand on passe de la musique classique à la musique concrète, de mon point de vue, on passe du sentiment à l'émotion, le jazz, puis aux pulsions, le rock, et enfin à la simple sonorité. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois, la musique ne se disait pas et ne se vivait pas comme enracinée dans l'histoire, mais elle s'est toujours pensée hors histoire, et si l'on peut dire hors sol, prétendant
transcender l'historico-social. Alors, je le dis clairement, c'est ce que Marx appelle aussi, car sa pensée est complexe dans ce domaine, une production ou une forme de conscience idéologique, vous voyez ce qu'il en dit dans l'idéologie allemande, qui, par définition, s'ignore comme telle, se croyant hors du temps. Mais il n'y a pas que Marx qui a eu cette lucidité du rapport à l'art, à l'histoire, qui le conditionne, et qui y est présente. Nietzsche, en particulier, a su dissiper les illusions de la conscience dans ce domaine, comme dans l'autre, au-delà de la seule vie biologique. Voir ce qu'il a écrit sur l'art grec, sous l'influence de Wagner, et qu'il a renié ensuite, ainsi que cette proposition que je trouve, moi, magnifique, car elle récuse toute transcendance de l'art, la musique est le moyen qu'ont trouvé les passions pour jouer avec elles-mêmes. Je répète, la musique est le moyen qu'ont trouvé les passions pour jouer avec elles-mêmes. Vous trouverez ça dans le Gai Savoir. J'ai insisté alors délibérément sur la musique et sur son devenir historique. Mais je pourrais transposer à d'autres registres esthétiques. La poésie, par exemple, tant elle a pu changer de forme et de contenu en se modernisant par-delà ses obligations académiques qu'il n'empêchait pas de séduire réellement. Il suffit de voir combien Rimbaud, dans ses illuminations, l'a bouleversé, cette poésie, pour lui permettre d'exprimer, je dirais, des nuances ou des finesses de perception du monde ou d'expression de notre affectivité à un niveau de profondeur très important, y compris imaginaire, et bien supérieur à ce que la poésie précédente pouvait nous faire accéder, y compris, je pense, par rapport à celle de Victor Hugo, par exemple. Sans compter, alors ensuite, dans l'histoire de la littérature et de la poésie, sans compter les conflits sur le formalisme, la révolution surréaliste, eh bien la poésie change de sens chez Aragon. Il rompit avec les surréalistes et André Breton sur cette base. Puis pensons aux innovations quasi mystiques de Rilke, que j'admire, en Allemagne, ou en France, le retour au réel sensible, à l'inverse, et à l'empathie affective pour celui-ci, chez des poètes comme Guy et Francis Ponge. Alors, je pourrais aussi insister, en passant à la littérature, et non pas et en abandonnant la poésie, je pourrais aussi insister sur donc, la littérature romanesque, quel abîme entre Zola, Proust et Mauriac. Et je pourrais aussi insister sur l'éruption du nouveau roman, dans la perspective d'une littérature objectale, alors que jusque-là, la littérature s'enracinait, bien entendu, dans la subjectivité à multiples faces de son créateur. Mais je rappelle aussi les bouleversements qu'a connus la peinture, du réalisme figuratif, avec ses chefs-d'œuvre, comme chez Vermeer, l'impressionnisme, puis ensuite l'art abstrait, etc. Sans compter, alors je dirais, les dérives actuelles, à travers ce qu'on appelle les performances, mais ça entre guillemets, ou le renoncement revendiqué au beau. J'ai entendu un jour une femme peintre, que ma femme avait invitée dans sa classe d'institutrice, me dire que le beau, c'était pas son problème, si vous voulez. Bon, et ce renoncement au beau, que je trouve personnellement médiocre, tient à son enracinement dans une société libérale qui elle-même se médiocrise globalement et médiocrise les individus et ses formes, bien entendu, d'expression. Et je termine seulement en évoquant le cinéma, passion qui, chez moi, a résisté au temps depuis mon adolescence, et qui, du coup, m'a permis d'en voir les changements. Et même, je dirais, les progrès successifs, sauf, je dirais, dans la dernière période où j'ai un peu le sentiment que le cinéma français stagne. On est passé, pour aller vite, disons, du cinéma classique, avec ses récits, sa cohérence, et ses personnages, bien caractérisés, comme chez Renoir. Ensuite, on est passé donc à la rupture qu'a introduite la nouvelle vague, avec sa nouvelle manière de filmer, extrêmement inventive chez Godard, mais qui a pu décondenser. Et il y a aussi la recherche, alors d'une forme destinée à exprimer la subtilité de nombreux sentiments chez des personnages complexes, comme dans Mariamad d'Alain Resnais, que je mets personnellement au sommet, ou encore chez Marguerite Duras,
Et aussi, et enfin, je dirais, dans l'œuvre étonnante pour moi, de silence et de profondeur d'Antonioni, qui nous fait ressentir des émotions et des états affectifs que le cinéma antérieur ne pouvait exprimer avec ses êtres forts, fortement typés, appréhendés en quelque sorte de l'extérieur. Je dirais, autre temps, autre esthétique ici aussi, et qui n'est pas sans rapport avec les changements, parfois désespérants, de notre modernité sentimentale. Alors, je vais terminer par une deuxième partie, qui est aussi une conclusion, sur le beau esthétique, je dirais, cette fois-ci, hors du temps, alors que je vais le placer essentiellement dans le temps auparavant. Alors, le paradoxe, qu'il faut avoir le courage de souligner, donc, est que, à côté de cette historicité, historicité objective de l'art, il y a tout autant une subjectivité intemporelle de l'expérience de sa beauté, qu'il faut admettre, sans en tirer de conséquences métaphysiques, par lesquelles, on l'a vu, Proust semblait seulement tenter. Il faut être clair ici, très clair, en prenant pour cible ce que dit le philosophe contemporain Spinoza, qui était un disciple de Clément Rosset, et que j'ai déjà cité, donc ce qu'il dit à propos de la musique, mais aussi plus largement de l'objet de beauté. C'est le titre d'un de ses livres à côté de l'autre livre, de l'inexpressive musicale. Alors, il faut cependant le lire, pour savoir, je dirais, de manière polémique, ce qu'il ne faut pas penser de l'art et de son rapport au temps. Résumons d'abord sa thèse, s'agissant du rôle du sentiment et du temps dans l'expérience esthétique. La musique est inexpressive parce qu'elle n'a pas de sens. Alors, je trouve que le mot signification conviendrait mieux, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. À savoir, la musique n'aurait pas de sens affectif, constitué d'affects subjectifs, joie, douleur, etc., contenu en elle, provenant de son créateur, et pas simplement suscité par l'œuvre, mais provenant de son créateur, que celui-ci nous transmettrait en réveillant ceux qui sont en nous, et qui, du coup, nous émouvraient au cœur même de notre vie temporelle et artistique. Elle naît, selon lui, le même Spinoza, avec un S, non pas un Z comme Spinoza, elle n'est, selon lui, qu'une suite de sons idiots, je reprends la formule de lui, qui s'adressent exclusivement à notre oreille, et qui, par leur arrangement, suscitent notre plaisir esthétique. Il étend cette thèse à l'objet de beauté en général, à l'objet d'art par conséquent, dont la contemplation réjouissante mettrait hors jeu le sujet humain, voire l'anéantirait, c'est une formule de lui, face à une réalité esthétique extérieure et objective. D'où un rapport très curieux au temps, l'art et la musique, en l'occurrence, n'existeraient qu'au présent, mais dans l'éphémère. C'est une formule de lui, qui est aussi un instantané, je le cite, sans sortie hors du temps, donc l'éphémère, l'instantané. Or, il faut le dire fermement, sans nier la qualité de son écriture, c'est pas là le problème. Tout cela, pour moi, est faux, et ce, doublement. D'abord, et même si cela nous éloigne provisoirement de la question du temps, là, en l'occurrence, la musique, dont je vais parler en priorité, a un sens, ou du sens, un sens, ou du sens, étant admis que l'on n'est pas dans l'ordre, j'en ai parlé tout à l'heure, dans l'ordre de la signification abstraite, traduisible en mots ou en concepts. C'est un sens objectif ou émotionnel, et pas seulement sensoriel, comme un son ou une couleur, qui est contenu en elle, qui lui est donc immanent, et que seule elle, la musique, peut exprimer dans son langage spécifique, qui est, paradoxalement, mais on me comprendra, un langage muet, intellectuellement. Bergson disait que la musique était capable de nous faire ressentir des nuances de sentiments qui sont en nous, dans notre moi profond, si vous voulez, et que le moi social, bien entendu, si vous voulez, disait-il, ignore. Donc, un langage muet, intellectuellement, mais présent parce qu'il nous parle. S'il y a donc bien un domaine
voyez-vous, où le sujet est roi. C'est bien l'art par opposition à l'œuvre scientifique ou l'œuvre technique, qui sont par définition impersonnelles, objectives donc, et si l'on veut, non concernées par l'expérience personnelle du temps, quelle qu'en soit, avec l'émotion singulière de tes sens qu'elle peut susciter en nous. Et c'est pourquoi, alors je parle pour moi, je préfère fréquenter l'art dans la solitude et non en groupe, dans les concerts, les visites de musées guidés, etc. Car c'est à moi que j'ai affaire à travers l'œuvre. Bon. Et les commentaires convenus des autres m'importent peu, voire parfois m'ennuient, et encore plus les discussions qu'on peut en avoir. Je peux alors revenir au temps impliqué dans cette expérience subjective de l'œuvre d'art, quand elle est belle bien entendu, et que nous la ressentons comme telle. C'est donc l'expérience du beau ici qui est en jeu. Or, cette expérience, tout en étant subjective, et quelque part nous le savons, nous voyons bien que d'autres ne sont pas d'accord avec notre admiration, et que nous pourrons changer éventuellement d'appréciation en vieillissant. Eh bien, cela ne nous enferme pas, comme on pourrait le croire, dans le temps transitoire de notre émotion esthétique, ce qu'elle est effectivement. C'est une émotion qui est empirique, qui est transitoire. Mais elle lui échappe pour nous, dans notre vécu même. Je répète, elle lui échappe, ce temps, pour nous, dans notre vécu même. C'est pourquoi, face à la beauté, telle que nous l'éprouvons, nous ressentons un sentiment d'intemporalité, sinon d'éternité, un peu comme Proust, voyez-vous, l'a vécu, dans le souvenir de la beauté absolue, ou de tel ou tel événement affectif de sa vie, et dont il parle dans la recherche du temps perdu, Un peintre comme Bonnard, je change de registre esthétique, l'a très bien dit dans ses observations sur la peinture. Lui qui aimait et peignait pourtant comme Monet, les moments fugitifs ou transitoires de beauté de la nature, comme la lumière changeante de la mer ou des rivières, autant d'expressions et d'impressions, mais qui nous font une expression, autant donc d'impressions temporaires. Eh bien, il disait, c'est assez extraordinaire, que l'œuvre d'art est un arrêt du temps. L'œuvre d'art, un arrêt du temps. Oui, une sortie imaginaire, bien entendu, hors du temps mortel, ou du temps qui voue les différents moments de notre vie à la mort et à la disparition. C'est donc, je dirais, parce que le temps existe, que nous connaissons aussi, paradoxalement, le bonheur de croire lui échapper dans l'art. Pour autant qu'il est bien l'expérience, particulière mais magnifique, d'un sujet vivant avec ses illusions subjectives. Merci.